À toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour mon cours d'évaluation d'entreprise concernant les Master 1 CCA et tous ceux qui sont amenés à étudier cette matière. Donc je pense notamment aux étudiants de DCG, DSCG, école de commerce et toute personne intéressée par le thème, salariés, etc. Alors, une petite introduction générale. Les méthodes d'évaluation d'entreprise sont multiples. On en cerne 4 grandes catégories. Les méthodes patrimoniales, je pourrais dire la méthode patrimoniale, les méthodes d'actualisation des flux, les méthodes hybrides et les méthodes des comparables et multiples. Le choix de leur utilisation dépend du contexte de l'entreprise, de sa taille, de sa capacité à anticiper ou non des flux futurs de trésorerie et du caractère pertinent de cette anticipation. Si l'on considère la taille des entreprises, pour les petites et moyennes entreprises sans actifs très spécifiques, qu'est-ce qu'un actif très spécifique? C'est un actif qui parfois peut être difficilement revendable, comme par exemple des hauts fourneaux qui sont vraiment très spécifiques pour sortir des pièces d'acier. Par exemple pour la SNCF, etc. Avec des clients aussi qui peuvent être spécifiques. Donc les actifs sont parfois difficilement revendables. Alors pour les petites et moyennes entreprises sans actifs très spécifiques, un actif à contrario qui n'est pas vraiment spécifique, c'est un actif qui est facilement revendable, comme par exemple de l'immobilier, immeuble pierre de taille à Paris. Même si ce sont des immeubles de bureaux, on peut arriver à leur changer la destination pour des immeubles d'habitation. Donc je disais, pour les petites et moyennes entreprises sans actifs très spécifiques, l'approche patrimoniale pourrait donner un ordre d'idée d'évaluation. L'approche à partir du patrimoine, les actifs moins l'ensemble des dettes dont est redevable une entité, le plus souvent une entreprise sous forme de société. Alors maintenant, si on considère toujours le facteur taille, si on s'intéresse aux sociétés de plus grande taille, les sociétés cotées en bourse seront plus promptes à privilégier les méthodes d'actualisation des flux, surtout si leur actif comporte un caractère très spécifique et donc serait difficilement revendable, comme un actif industriel assez lourd. Alors quand je dis assez lourd, c'est en termes de capital qui a été investi pour financer ces actifs. Là, ce qui compte, c'est de considérer l'outil industriel comme pouvant fournir des flux futurs de revenus et surtout, concrètement, des flux futurs de trésorerie issus de ces revenus. Bon. Alors, si l'évaluateur d'entreprise hésite sur le choix de la méthode d'évaluation, il peut utiliser plusieurs approches qui lui permettront de définir une fourchette de valeur. Ensuite, sur cette fourchette, on pourra en faire une moyenne arithmétique simple par exemple, ou alors considérer qu'il y a certains éléments de la fourchette qui peuvent être occultés et on prendra les éléments d'évaluation qui sont les plus rapprochants. Bon, après cette introduction générale, je vais aborder dans cette première vidéo le chapitre 1, la méthode patrimoniale, dans les grandes lignes, puisque le complément s'effectue en TD. Introduction. Cette méthode part des éléments inscrits au bilan PCG et utilisés. Alors, inscrit au bilan PCG et utilisé si on est sur une entreprise qui présente ses comptes selon le PCG ou en IFRS le cas échéant, notamment si je considère une société cotée en bourse, une société mère cotée en bourse qui représente sa situation et également celle des filiales et sous-filiales dont elle est ne serait-ce qu'en partie propriétaire. Donc la valeur de l'entreprise ou d'un groupe de sociétés, donc je peux rajouter ou d'un groupe de sociétés, repose donc sur son actif net comptable. ANC qui peut être corrigé. Donc à ce moment-là, on parle d'actif net comptable corrigé.
Bien. Euh, alors l'ANC, définition simple, l'ANC c'est l'actif net moins les dettes. Et c'est équivalent mathématiquement au capitaux propres, puisque vous savez tous, ou pour ceux qui découvrent, qu'un bilan est équilibré avec d'un côté l'actif et de l'autre côté les modes de financement, les capitaux propres et les dettes. Donc si je prends actifs moins les dettes, du fait d'équilibrage actif égale capitaux propres plus dettes, eh bien actifs moins dettes me donne l'état des capitaux propres. Donc c'est pour ça que je marque sur le slide l'ANC, l'actif net comptable égale l'actif net moins dette, équivalent à CP, c'est-à-dire les capitaux propres. Alors qu'est-ce que cette notion d'actif net présenté au niveau du bilan? C'est à la fois l'actif brut, avec le coût, la valeur d'entrée des biens, moins les amortissements et dépréciations, le cas échéant. Par différence, on a l'actif net. Bon. Voilà. Ensuite, je vais apporter en point B des précisions sur les éléments d'actif. L'actif doit correspondre à de l'actif réel et utilisé. Il faut donc exclure l'actif fictif. L'actif fictif, ce sont par exemple des éléments qui correspondent à des charges que l'administration fiscale autorise de passer en compte de classe 6 si on prend une codification française PCG. Sinon, s'il n'y a pas de codification avec les IFRS, je veux dire, ce sont des éléments que l'on peut passer en charge donc dans le compte de résultat. Et on peut inscrire des frais, au lieu de les passer directement en charge sur un exercice, on va les étaler sur plusieurs exercices comptables, sur plusieurs années comptables, par le biais de la dotation technique aux amortissements. Donc on va avoir des frais qui sont inscrits en immobilisation incorporelle, qui ne correspondent pas à la définition d'une immobilisation incorporelle au sens strict, puisque ces frais ne vont pas générer d'avantages économiques futurs, mais techniquement, on va amortir ce compte d'immobilisation pour avoir un impact progressif de consommation de charges sur différents exercices. Bon. Voilà pour cette parenthèse. Donc il faut exclure l'actif fictif. Les dettes, le cas échéant, donc là nous avons l'actif, de l'autre côté nous avons les dettes. Les dettes, le cas échéant, peuvent être actualisées, notamment si l'entreprise présente des comptes en IFRS. La méthode donc IFRS, International Financial Reporting Standards. Bon. La méthode de l'ANC permet d'aboutir à l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, qui sert aussi de référence à d'autres méthodes comme celle du goodwill, de la survaleur qui serait justifiée. L'ANCC est d'autant plus pertinent que les actifs de l'entreprise n'ont pas un caractère trop spécifique et que le secteur économique permet la continuité de l'entreprise. Bien, maintenant dans un point 2, précisons l'ANCC. L'ANCC, c'est l'actif net réel en valeur de marché des biens, moins les dettes éventuellement actualisées. Alors, c'est égal à l'actif net comptable moins l'actif fictif pour avoir l'actif net réel plus les plus ou moins values latentes et éventuellement on peut rajouter des actifs qui ne sont pas inscrits au bilan. Tout dépend le référentiel que l'on a. Si c'est un référentiel PCG, tous les actifs utilisés ne sont pas forcément inscrits au bilan, puisqu'en bilan PCG, nous considérons, c'est un bilan essentiellement d'optique juridique, la propriété. Donc vous avez des biens dont l'entreprise n'est pas propriétaire, par exemple les biens utilisés en crédit bail. Donc ce sont des biens avec une période de location, à l'issue de cette période de location, une possibilité d'achat pour une valeur résiduelle qui est définie dans le contrat au préalable, contrat de crédit bail. Donc si on est en référentiel PCG et que tous les éléments qui sont inscrits au bilan tous les éléments inscrits au bilan correspondent aussi à la réalité, on peut effectivement partir de l'actif net comptable moins l'actif fictif et ensuite se dire, en faisant intervenir là où le commissaire aux comptes, on peut calculer des plus ou moins values latentes le cas échéant pour se rapprocher de la réalité. Et donc s'il n'y a pas s'il y a des éléments des actifs utilisés
sans des actifs utilisés non inscrits, on va les rajouter. Bon. Donc notamment des actifs en crédit bail. Alors si les comptes sont présentés en IFRS, les actifs en crédit bail sont automatiquement insérés dans le bilan comptable. Ensuite, on a défini l'actif net comptable avec des corrections de plus ou moins value. Donc ça, c'est la partie gauche, si on veut, hein, parce qu'on peut le présenter sous forme de liste, le bilan. Donc si on présente sous forme de contenté, à gauche, on a par convention les actifs. Donc l'actif brut moins les amortissements et dépréciations, on obtient l'actif net. On va rajouter des plus ou moins values avec leur signe, hein, ça peut être en plus ou en moins, latente. Et on va rajouter des actifs utilisés non inscrits si le bilan et le référentiel utilisé pour établir le bilan ne font pas apparaître ces actifs. Et ensuite, on va soustraire les dettes. Donc les dettes affichées au bilan, donc dettes comptables, et éventuellement des dettes qui auraient été oubliées. Donc d'autres dettes latentes, donc non affichées au bilan PCG par exemple, plus on rajoutera pour compléter l'actif des créances latentes non affichées au bilan PCG. Encore une fois, je précise que on peut avoir un référentiel autre que le PCG qui peut être utilisé. Hein. Si référentiel PCG. Hein. Si référentiel PCG. Si référentiel en question. Voilà, bien sûr. Bon. Bien, donc maintenant, sinon on va être sur un référentiel IFRS le plus souvent. Pour les sociétés mères qui présentent ces comptes à elles, plus les comptes de filiales et de sous-filiales, si par exemple elles utilisent la méthode de l'intégration globale sur les filiales et sous-filiales en question. Bien, donc j'avance. Pour ce point grand 2 de la NCC, vous avez en grand A les retraitements à l'actif. Alors si on considère d'abord les immobilisations incorporelles, vous avez par exemple les frais d'établissement, et dans les frais d'établissement, un exemple, les frais de constitution. Ils constituent un actif fictif. Les frais de constitution sont les honoraires de notaire et puis les droits d'enregistrement lors de la constitution d'une société. Ces frais ne génèrent pas d'avantages économiques futurs, donc ne correspondent pas à la définition d'un actif au sens strict, même s'ils sont inscrits en actif. Mais c'est de l'actif fictif. Cela indique des frais que l'on étale sur plusieurs exercices. Vous avez également les frais de développement. Il constitue un actif fictif, sauf si le projet est clairement identifié et dispose de sérieuses chances de réussite, c'est-à-dire concrètement un dépôt de brevet. Le fonds de commerce est à considérer en valeur de marché. Les brevets marquent en valeur actualisée des redevances ou des flux futurs de trésorerie à recevoir. Passons maintenant aux immobilisations corporelles inscrites au bilan. PCG, valeur d'utilité ou vénale. Donc c'est vrai que là j'ai construit mon cours en mettant PCG, en considérant qu'on est sur des moyennes entreprises non cotées en bourse. Mais on peut très bien avoir je me répète encore une fois, des comptes en IFRS. Donc immobilisation corporelle inscrite au bilan PCG, valeur d'utilité ou vénale, plus les biens durables non inscrits. Biens durables non inscrits et utilisés. Non inscrits et utilisés. Donc ils sont indiqués pour leur valeur d'utilité, donc ils doivent être utiles, ou la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché. Valeur d'utilité, elle correspond à l'actualisation des flux futurs de trésorerie que va générer l'utilisation d'un actif. Ensuite, nous avons des biens non inscrits, comme par exemple les biens en crédit bail. Donc là, ces biens non inscrits, c'est ce que je viens de rajouter ici. Hein. Donc je vais utiliser le même code couleur, biens non inscrits. Donc ce sont en crédit bail notamment. Donc ça va correspondre à la valeur vénale du bien, moins les loyers restants à devoir, ainsi que la valeur résiduelle d'option. Si on est sur des comptes en IFRS, à ce moment-là, vous avez aussi les droits de location à l'actif. Lorsque l'on a défini une durée de location d'un bien sans lever possible à terme d'une option d'achat, et que cette durée d'utilisation est inférieure à la durée totale
de vie en dehors de l'entreprise utilisatrice, de l'entreprise qui loue le bien en question. Bon, ça, c'est ce que nous voyons en Master 2 consolidation